Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'avoir répondu au rendez-vous de cette édition du 12 août 2025. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Le sommaire pour commencer. Le régime actuel du Burundi est un régime à définir car ne correspondant à aucune des qualifications jusque-là existantes. Dans ce journal, vous suivrez l'expert en politique, Julien Nibouona, expliquer pourquoi le Burundi ne devrait plus être classé parmi les pays dits démocratiques. Le bilan des morts dans les hôpitaux suite aux coupures de courant électrique continue à augmenter. À Gitega, 3 patients sont morts à l'hôpital régional faute de courant électrique. Et le 12 août, c'est la journée mondiale de la jeunesse. La jeunesse burundaise est désespérée à cause de la gouvernance du pays. Tout à l'heure, vous suivrez quelques-uns. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans quelques poussières de secondes. Bienvenue. Encore une fois, bonsoir ou bonjour et bienvenue. Je venais de vous le dire, l'absence de courant électrique fait de plus en plus de victimes dans divers coins du pays. En plus des prématurés ayant trouvé la mort à l'hôpital Prince-Régent-Charles de Bujumbura, aujourd'hui nous vous parlerons de la situation qui prévaut à Gitega où au moins 3 personnes sont mortes faute de courant électrique. Le point avec Josiane Mozaned. La province de Gitega fait partie des régions que la Régie des eaux a inscrites sur la liste des zones subissant une coupure d'électricité prévue pour une période de 10 jours, du 4 au 14 août de cette année. Cette province qui abrite aussi des hôpitaux et la capitale politique. La RPA a pu contacter certains employés de l'hôpital régional de Gitega qui ont accepté de s'exprimer, bien qu'ils aient reçu consigne de ne pas divulguer que des décès ont eu lieu à cause de la coupure d'électricité. Ce personnel soignant, visiblement peiné, a décrit à la RPA la situation sur place. L'un d'eux travaille au service des urgences. Dans le service des urgences, nous sommes dépassés. On est dans les capacités d'assister nos patients en état critique, car les équipements médicaux conçus pour assister leur respiration ne peuvent pas fonctionner sans courant. 3 de nos patients, à savoir 2 hommes et une femme, sont morts asphyxiés faute d'oxygène. Les 3 patients dont il est question sont décédés vendredi dernier, le 8 août. D'autres patients, dont le nombre reste inconnu, sont également morts faute d'avoir pu bénéficier des soins nécessaires. Un employé du laboratoire confirme que certains patients gravement malades sont décédés avant d'avoir leur résultat d'examen en raison de cette pénurie d'électricité. Par exemple, les gens qui viennent faire des prélèvements et autres examens ne sont plus servis. Résultat, l'état de santé des malades se détériore et certains y laissent leur vie. En fait, on prélève le sang des patients espérant que le courant va se rétablir. Malheureusement, on finit par jeter les échantillons et on se retrouve dans l'incapacité de soigner ces gens vu qu'on ignore de quoi ils souffrent. Même les patients ayant réussi à se faire hospitaliser rencontrent des difficultés majeures. C'est le cas notamment des femmes enceintes devant accoucher par césarienne. Un médecin du service maternité explique qu'il arrive parfois qu'il faille outrepasser certaines règles pour fournir des soins indispensables à la mère et à l'enfant, au risque de mettre leur vie en danger. Pour les femmes qui accouchent par césarienne, on utilise des lampes torches ou des téléphones pour nous éclairer. Et souvent, on se retrouve dans l'obligation de refaire les sutures, tout ça à cause de ces coupures répétitives de courant électrique. Aujourd'hui, c'est même pire, car on passe des jours et des jours sans être approvisionné en électricité. Outre la nécessité de refaire certaines interventions, ces femmes doivent aussi faire face à d'autres risques. Il s'agit notamment des infections dues à une mauvaise stérilisation des instruments
ou encore à l'utilisation d'équipements comme les lampes torches ou les téléphones portables pour éclairer, ce qui expose à des germes. Par ailleurs, ces patientes sont parfois accueillies sans qu'un contrôle préalable de leur taux d'hémoglobine ait été effectué, ce qui peut entraîner des complications fatales. Ces conséquences expliquent donc pourquoi plusieurs hôpitaux ont choisi de ne plus recevoir de femmes enceintes nécessitant une hospitalisation pour accouchement par césarienne, des situations qui mettent gravement en danger la vie des mères et de leurs nouveau-nés. C'est de ça que nous aborderons dans nos éditions ultérieures. Et parlons encore de mort, mais cette fois-ci suite à un conflit foncier. Une femme de la colline Kaléé en commune Mouranga dans la province Butanyerera a été tuée samedi dernier. À l'origine de ce meurtre, un conflit foncier. L'auteur présumé de cet acte a déjà été arrêté, se trouve actuellement entre les mains de la police. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. Une femme surnommée Gertrude a été assassinée ce samedi au village de Kaléé, commune de Mouranga, province de Butanyerera. Elle laisse derrière elle 3 enfants. La cause de tout cela est le terrain familial qu'il venait de partager situé dans le village d'Ogachogwe. L'un des frères, Edmond, mécontent de ce qui venait de se passer alors qu'il partageait une bière dans un bar, a soudainement sorti un marteau et pris de colère et de frustration a saisi sa sœur Gertrude et l'a frappée à la tête à 3 reprises, selon des témoins oculaires. Le samedi 9, il a été tué par son frère alors qu'il venait de se partager les terres familiales situées sur la colline Gachogwe. Il l'a tué après avoir partagé un verre. Il l'a frappé à 3 reprises à la tête avec un marteau. Quelques heures plus tard, elle est décédée à l'hôpital Moussema. La famille de Gertrude est profondément attristée par la douleur et le chagrin pour ce qui reste. L'auteur du meurtre, Edmond, a déjà été arrêté par la police et est actuellement interrogé par le PJ de l'ancienne commune de Rango. Dans la même zone où le massacre a eu lieu samedi, on rapporte également que 2 autres personnes ont été assassinées en l'espace d'1 mois, toutes de la même manière. C'est toujours le journal de la RPA, parlons politique. À présent, Madame Rose Hakizimana, ancienne députée, demande au président Évariste Ndayishimiye de démissionner, estimant qu'il a échoué dans sa mission de diriger le pays. Cette déclaration intervient après que le chef de l'État a affirmé que les malheurs que traverse le Burundi sont dus à la Belgique, envoyée par l'ONU. Selon Madame Hakizimana, de nombreux pays ont connu des périodes difficiles, mais ont su se relever et se développer. Celui qui n'en est pas capable devrait cesser de se fatiguer inutilement et reconnaître que la tâche le dépasse afin de chercher de l'aide ou de démissionner. C'est l'une des 2 options possibles car dans ce cas, le président Ndayishimiye ne devrait pas nous faire croire qu'il dirige efficacement le pays. Tantôt il demande pardon au Batwa, tantôt il déclare que c'est l'ONU qui a envoyé la Belgique. Tous les pays africains ont été colonisés, certains par la Belgique, d'autres par la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou d'autres nations européennes. Pourtant, ces pays ne sont pas en train de se développer. Dès lors, si lui-même échoue, qu'il cesse de se donner un spectacle et qu'il remette sa démission pour laisser la place à ceux qui en ont des compétences. Et toujours en politique, je vous l'avais dit en titre, le Burundi n'est pas un pays qui devrait encore être classé parmi ceux qui sont sous un régime démocratique. L'expert en sciences politiques, le professeur Julien Nimubona, explique pourquoi le Burundi devrait être retiré de cette catégorie. Ingorane zacu nuko tugomba kwigita ico tutari. Tugomba kwigita demokrasi tutari demokrasi. Notre problème est que nous voulons nous appeler ce que nous ne sommes pas. Nous voulons nous appeler démocratie sans être une démocratie. Nous voulons nous appeler un pays multipartite sans être dans un multipartisme. La démocratie repose avant tout sur la vie en commun. Le premier aspect sur lequel elle repose est la tolérance, l'acceptation dans la diversité. C'est-à-dire accepter que l'on soit différent, que l'on ne comprenne pas les choses de la même manière, qu'on ne pense pas pareil et qu'on ne voit pas les choses de la même façon,
concernant l'organisation du pays et de la vie des citoyens. Si tu regardes comment les membres des partis politiques se regardent, même si ceux qui sont instruits font semblant de se tolérer entre eux, si tu regardes en bas, les Imbonerakure dans les collines, les relations avec les autres jeunes, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tu ne peux donc pas parler de démocratie avec des gens qui n'en comprennent même pas la signification. C'est la première raison, car sans tolérance, sans confrontation d'idées, il n'est pas possible que vous soyez en compétition. Car si tu dis, moi je ne vois pas de la même chose que toi sur ce que tu dis, ils diront alors que tu es contre le pays, que tu es un ennemi. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont au pouvoir devraient comprendre que le pays ne leur appartient pas, accepter que lorsqu'ils quittent le pouvoir, d'autres arrivent sans que ce soit un sacrilège. Qu'ainsi, ils acceptent, après les élections, les résultats, ce que l'on appelle alternance au pouvoir. De nombreux experts en politique disent que reconnaître la fin d'un mandat est ce qui apporte la paix dans un pays. C'est ce qui rend possible le développement. Car si tu acceptes que quelqu'un ait une meilleure idée que toi, qu'il ait un meilleur projet de développement et qu'il passe devant toi, cela veut dire que tu acceptes que les Burundais ou les citoyens de notre pays gagnent un avantage dans leur vie. Mais le fait de toujours avoir les mêmes dirigeants qui n'acceptent pas de quitter le pouvoir est un grand problème. À cause de cela, tu peux te demander, le CNDD-FDD a-t-il été élu sur quel programme? Pour quel bilan? L'électricité? L'eau? Les prix des denrées alimentaires? Sur quoi? Là, on commence alors à se demander. Où est donc la démocratie? La troisième chose, c'est qu'effectivement, en démocratie, il doit y avoir une opportunité donnée aux gouvernés de choisir leurs gouvernants. Mais en même temps, on dit que ceux qui ne sont pas élus doivent être protégés dans leurs droits et ne pas être intimidés. La dernière chose qui fait que nous parlons de régime démocratique est ce qui concerne la vie en société, ce qu'on appelle la culture politique. Cela veut dire que les gens ont fini par respecter la loi et non les gens. Au Burundi, ce qui est important dans le cœur des gens, quand ils vont voter, ils votent par émotion. Ces émotions sont liées au passé difficile des gens, les gens ayant perdu les leurs. Une autre chose qui nous motive, les Burundais, cela se trouve aussi parmi les instruits, surtout les dirigeants, et ce qui est regrettable, c'est vouloir respecter celui qui te gouverne à cause de ce qu'il t'a donné, ce qu'on appelle clientélisme. Celui qui t'a donné un logement et de quoi vivre, tu le respectes puisque la loi. Ne pas savoir ce que c'est que l'État, ce que sont les lois, ce que l'on appelle culture institutionnelle ou état de droit. Et ça, c'est très grave pour dire que le Burundi est une démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous n'avons même pas atteint ne serait-ce que 0,0001. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo uvuge ngo Burundi turi muri demokarasi. Nta demokarasi turimo. Nta na 0,000,1 turashikira. Et les experts en politique comptent se pencher sur le cas du Burundi afin de trouver une qualification appropriée à son régime actuel, un régime très mauvais et inquiétant car les dirigeants agissent au nom du peuple pour faire uniquement ce qu'ils veulent, déplore le professeur Julien Nimubona. Umbajije uko twitwa nukorera ko fomix mu Gifaransa no kuvuga intwaro atari nk'ibiri kuko vous me demandez comment nous nous définissons. Je dirais faux mixte, c'est-à-dire un régime qui n'est ni celui-ci ni celui-là, car nous sommes dans un régime d'un parti unique, mais arrivé au pouvoir en utilisant une voie démocratique, c'est-à-dire des élections dont nous savons bien qu'en Afrique, elles sont utilisées pour qu'on dise que le peuple leur a donné le pouvoir. Ce sont donc les premiers régimes les plus mauvais, car ils se réclament du peuple pour faire passer tout ce qu'ils veulent au nom du peuple. C'est un régime effrayant. Appelons cela une trahison. C'est un régime ici de celui que nous avions souhaité avec plusieurs partis politiques, un pouvoir partagé, ce qu'on appelle consociationnisme, c'est-à-dire le partage du pouvoir qui se transforme en concentration des pouvoirs. Tout le pouvoir se trouvant alors entre les mains du chef de l'État et dans un seul parti. Cela ressemble donc à un parti unique, mais avec plusieurs partis qui ont très peu de pouvoir. Vous comprenez donc que, dans ce cas, il existe de nombreux signes qui montrent que
Nous sommes dans un parti unique et très peu d'indices qui montrent que nous sommes dans un système multipartite. Et surtout avec ces soi-disant élections, en raison des contestations qui en ont résulté, les institutions censées avoir de la force, parce qu'élues par le peuple, sont devenues plus fragiles, avec une confiance encore plus faible que celle que nous voulions même auparavant. Nous allons donc chercher dans le domaine de l'expertise comment qualifier de tels régimes, car certains les appellent démocratie absolue, ce qui est faux et ne correspond pas à la réalité. D'autres parlent de pluralisme absolu, mais cela n'est pas correct. Je considère qu'il s'agit d'une longue trahison que nous avons commencée sans savoir quand elle se terminera. Rero mbona umenga muri iki kiringo twofata yuko ari ini longue transition dutanguye ntaza hizoherera. Dans notre édition d'information de ce mercredi, le professeur Julien Nimubona nous parlera de l'avenir des partis politiques au Burundi. La Ligue burundaise des droits humains ITK appelle le gouvernement de Gitega à mettre fin à la détention arbitraire, à la répression de la dissidence afin d'instaurer un climat de sécurité et de confiance au Burundi. Dans son rapport quinquennal publié en juillet de cette année sur le règne du président Ndayishimiye, la Ligue ITK demande également un renforcement de l'indépendance de la justice burundaise. David Claude Mbananayo. Pour conclure ce rapport du bilan quinquennal du régime du président Ndayishimiye, la Ligue ITK demande au gouvernement burundais de mettre fin aux tactiques d'intimidation, à la détention arbitraire et à la répression de la dissidence pour créer un climat de sécurité et de confiance. La Ligue ITK demande également le renforcement de l'indépendance de la justice et garantir son impartialité pour assurer la protection des droits de l'homme et la justice pour les victimes de violations. Cette organisation de défense des droits humains appelle le gouvernement burundais à lever les restrictions sur la liberté d'expression et garantir la protection des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des membres de l'opposition. La Ligue ITK continue à appeler le gouvernement burundais d'organiser un dialogue national et inclusif et représentatif pour aborder les questions fondamentales et trouver des solutions durables. Le gouvernement de Gitega doit établir des mécanismes de responsabilité efficaces pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et tenir pénalement responsables les auteurs de ces actes de violation. Le gouvernement burundais doit promouvoir une réconciliation nationale authentique et inclusive basée sur la vérité, la justice et la responsabilité. Il doit encore renforcer la coopération internationale pour soutenir les efforts de réforme et de protection des droits de l'homme au Burundi. La Ligue ITK demande enfin aux partenaires du Burundi de soutenir les efforts des organisations de la société civile qui militent pour la démocratie et lutter contre l'impunité. Ces partenaires doivent user de leur influence pour inciter les autorités burundaises à respecter les droits de l'homme, mettre un terme à l'impunité et à créer des cadres de dialogue avec leurs protagonistes. Le 12 août de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la jeunesse, initiée en 1991 par le premier forum mondial de la jeunesse organisé par les Nations Unies, tenu à Vienne en Autriche. L'adoption de cette journée a été déclarée le 12 août 1998. C'était au cours de la première conférence mondiale des ministres de la jeunesse tenue à Lisbonne, la capitale du Portugal. La mise en place de cette journée avait comme objectif d'organiser des activités promotionnelles et d'appel de fonds pour soutenir la jeunesse. Le thème de cette année 2025 est l'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà. Et cette journée arrive alors que le Burundi fait face à de nombreuses difficultés, lesquelles empêchent même les rares initiatives d'autodéveloppement des jeunes. Certains jeunes qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés
profiter pour créer des activités génératrices de revenus suite aux coupures électriques. Ils sont désespérés, sans aucun espoir d'avenir. Écoutez ces jeunes des différentes provinces qui se sont entretenus avec la rédaction de la RPA. Nous vivons dans des conditions difficiles à cause de ce gouvernement actuel. On peut vendre une parcelle pour voir ce qu'on peut faire. Par exemple, si tu commences un salon de coiffure, tu dois louer une maison. Et par après, nous pouvons passer 3 ou 4 jours sans courant électrique. Là, on ne peut pas avoir l'argent pour payer le propriétaire de cette maison. Nous ne voyons pas aucun avenir. C'est pour cette raison que la majorité des jeunes partent dans les autres pays à la recherche du travail. Vraiment, nous menons une vie difficile. Si tu parles en rapport avec cette journée dédiée à la jeunesse, je pense qu'au Burundi, on ne la connaît pas, car la jeunesse burundaise se trouve dans le désespoir. Avant, on nous disait que notre avenir se trouve à l'école. Mais pour le moment, nous avons terminé nos études, mais nous n'avons aucun emploi. Même si tu t'organises à faire l'entrepreneuriat, c'est toujours compliqué, car, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, l'IRE n'est plus disponible. C'est pour cette raison que certains jeunes décident de fuir le pays, car ils sont désespérés. Si tu parles de ce qui concerne cette journée dédiée à la jeunesse, nous ne comprenons pas. Le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle, se dit profondément préoccupé par nombreux défis auxquels font face les jeunes burundais, poussant certains d'entre eux à migrer vers d'autres pays. Au cours d'une déclaration sortie ce 12 août 2025, à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, Daniel Ngendakumana lance un appel à tous les jeunes de s'unir, de combattre l'injustice et de lutter pour un changement de système de gouvernance. Suivez plutôt Daniel Ngendakumana, il est le porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise. En ce 12 août, Journée internationale de la jeunesse, nous levons la voix non seulement pour témoigner des défis auxquels nous faisons face, mais surtout pour affirmer avec force notre détermination à construire un avenir meilleur, porteur d'espoir pour notre génération et ses avenirs. Notre jeunesse fait face à un chômage endémique, à un accès limité à l'éducation de qualité, à une répression qui étouffe nos libertés et à un système de santé largement déconnecté de ses besoins spécifiques. La pauvreté chronique et l'absence de perspective enferment des milliers de jeunes. La pénurie persistante de carburant et d'électricité freine l'élan entrepreneurial et étouffe toute dynamique d'innovation. L'exode rural, tandis que la migration vers l'étranger se solde par des drames, entre autres travaux forcés dans certains pays. Et face à cette réalité, nous lançons un appel solennel à la résilience pour rester debout face à l'adversité, à la résistance pour rejeter la fatalité et combattre toute forme d'injustice, à la lutte pour la liberté, au rétablissement d'un véritable état de droit, garantissant la protection des droits et libertés de tous, à un combat sans relâche contre les véritables fléaux tels que la pauvreté, la corruption, en refusant d'être instrumentalisés par l'égoïsme des politiciens ou les divisions pseudo-ethniques qui ne visent qu'à affaiblir notre nation. Et nous devons être des acteurs conscients, responsables et courageux. Ensemble, engageons-nous pour un changement positif et durable du système de gouvernance au Burundi. Espoir pour clore cette édition, le championnat intercamp des réfugiés dans différentes disciplines a débuté ce lundi au camp de Mahama. 750 joueurs seront en lice pour cette compétition. Kwibichat Jean Bosco, représentant des réfugiés de Mahama, indique qu'arbitrer cette compétition est une opportunité pour les réfugiés. Le point avec Désiré Atungimana.
49 équipes en provenance des 6 camps de réfugiés, à savoir Mugombuga, Mahama, Nyabiheke, Kiziba et Temgashora, Nhamira Transit Center et les réfugiés urbains ont pris part à cette 3e édition des compétitions intercamps. Les joueurs vont se mesurer au football, basketball, volleyball, football, karaté et au taekwondo. C'est une compétition de qualité qui attire beaucoup de monde, chacun soutenant son camp. Le football, qui oppose des équipes de presque le même niveau, est la discipline la plus suivie par les réfugiés. Pour chaque match, les stades sont pleins à craquer. Cette compétition organisée par le ministère qui a en charge les réfugiés, Minema, est très bénéfique pour les réfugiés et surtout pour le camp qui l'abrite, a indiqué Jean Bosco Kubichatse, représentant des réfugiés de Mahama à la RPA. Premièrement, le sport donne du plaisir même pour les gens désespérés. Une semaine de sport aide les réfugiés à voir les choses autrement. Deuxièmement, les commerçants en profitent pour écouler leurs marchandises grâce aux nombreuses personnes qui viennent jouer et suivre ces matchs. Et troisièmement, les réfugiés des différents camps ont l'occasion de se connaître. C'est vraiment une bonne chose. Nous remercions Minema qui organise ces compétitions intercamps. Cette compétition sera clôturée samedi le 16 août, une occasion d'opprimer les meilleurs. L'année passée, le camp de Mahama a dominé les autres. Il a été premier au football et au basketball chez les filles et chez les garçons. Le sport dans les camps de réfugiés est d'une importance capitale. Certaines stars nées dans les camps de réfugiés le démontrent. C'est entre autres Nestori Irahunda, un Burundais né dans un camp en Tanzanie. Il joue pour le moment à Watford en Angleterre et pour l'équipe nationale d'Australie. Alfonso Davis, né au camp de réfugiés au Ghana, il évolue au Bayern Dominique et joue pour l'équipe nationale du Canada. Et Eduardo Camavinga, né au camp des réfugiés en Angola, qui joue actuellement au Real Madrid et pour l'équipe de France, pour ne citer que cela. Ces exemples sont nombreux dans d'autres disciplines sportives. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.